Fidèles au poste, mesdames et messieurs, chaque dimanche, c'est la rétrospective de la semaine. Ce dimanche, nous avons le réel plaisir de recevoir Godefroid Moana Boiteau. Il est président de son parti, le parti d'Union républicaine. Et avec lui, nous allons décortiquer, comme à l'accoutumée, mesdames et messieurs, le temps fort de l'actualité marqué cette semaine, vous le savez, par l'affaire Minembwe. Nous allons parler de la rentrée scolaire. Nous allons parler évidemment de la conférence de presse du chef de l'État. Et évidemment, le côté un peu d'économie. Nous allons parler de l'OUFOU avec l'inspection générale de finances qui s'y est rendue. Et nous allons terminer, mesdames et messieurs, évidemment, par un peu de social, l'insalubrité au marché central et la délégation, la rencontre Olangui et la délégation de Kin Bopeto. Très heureuse de vous recevoir, Godefroid Moana. Merci madame, le plaisir est pour moi. Ça fait longtemps, mais vous êtes là. Vraiment, aujourd'hui, Moana Boiteau, comment se porte votre parti, le parti d'Union républicaine, en fait? Merci madame, le parti d'Union républicaine se porte bien. Nous venions d'ailleurs hier de tenir une activité de remise et reprise entre le secrétaire général sortant et le secrétaire général entrant. Donc le parti fonctionne bien, nous préparons un prochain congrès qui se tiendra avant la fin de l'année, donc tout va bien. Tout va bien, je sais que la dernière fois que je vous avais reçu, vous nous avez parlé des élections municipales, tout ça, mais jusqu'à présent, je peux vous appeler Moana Boiteau. Il n'y a pas de problème, moi j'aime bien les noms africains. Donc Moana Boiteau, donc les élections municipales, toujours pas, 2 ans déjà. Oui, toujours pas, et ça devient de moins en moins sûr qu'elles auront lieu durant cette législature, parce que madame, comme vous le savez, nous sommes déjà en 2020 et nous avons dépassé la moitié de l'année. Je ne vois pas comment ni pourquoi on organiserait ces élections pour que des gestionnaires des entités territoriales décentralisées fassent combien de temps de mandat. Donc ça devient désespérant. Espérons qu'en 2023 on pourra bien tenir ces élections. L'actualité étant très riche, mesdames et messieurs, nous allons commencer par le social. Ici, c'est Congo Web Télévision. Nous mettons d'abord en avant ce qui est primordial. Ce qui est primordial, mesdames et messieurs, eh bien, c'est la rentrée scolaire, c'est le côté social. La rentrée scolaire, c'est demain. C'est lundi, normalement, si à part un avis contraire du gouvernement, mais en tout cas, on le sait que c'est lundi 12 octobre, et nous avons tendu notre micro aux parents pour voir un peu comment ça se prépare cette rentrée scolaire qui est très très timide en République démocratique du Congo. Et ce qui est paradoxal, je vais poser d'ailleurs la question à Moana Boiteau, parce qu'il y a déjà d'autres écoles qui ont repris, les écoles consulaires, les écoles privées, voilà. Donc il y a un désordre dans ce secteur, on ne sait plus comment ça va se passer. Et nous allons parler de la déclaration du cardinal Fridolin Ambongo qui a soulevé un bouclier, vous l'avez entendu, il a dit dès cette année, tout enseignant de l'école primaire dans une école catholique devait être automatiquement catholique. Nous allons suivre, mesdames et messieurs, le premier condensé. Selon la Coalition nationale de l'éducation pour tous, cette décision du cardinal Fridolin Ambongo est une violation de la loi sur l'enseignement au Congo et une privation de droit à l'accès à l'éducation pour tous. Prendre cette option, c'est violer l'article 13 de la Constitution de notre pays. Je cite, « Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière faire l'objet d'une discrimination qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, et on ajoute autre chose. » Le coordonnateur national de cette structure, Jacques Chibongo, invite le cardinal Fridolin Ambongo à revoir sa décision qui aura, selon lui, des mauvaises répercussions sur l'enseignement. Il interpelle par la même occasion le chef de l'État et d'autres confessions religieuses à ne pas abonder dans le même sens. Pensons donc que notre père spirituel, qui est le cardinal, et l'Église catholique tout entière va reconsidérer cette manière de voir les choses. Nous ne voyons pas notre grande Église se glisser, aller vers ce qu'elle reproche aux politiques. La discrimination doit être bannie de tous et de toutes. Nous le disons que c'est vraiment un glissement dangereux dans lequel veut nous amener l'Église, et nous pensons que c'est une alerte que l'autorité de l'État, le ministère, le gouvernement de la République devrait ouvrir l'œil et le bon pour protéger les enfants et protéger les enseignants.
Dans ces perspectives d'avenir, la CONEPT annonce des mesures d'encadrement de l'éducation pour tous au Congo. Le gouvernement vient de confirmer la rentrée scolaire pour ce lundi 12 octobre 2020, après une réunion présidée par les premiers ministres et son collègue de la formation professionnelle, ainsi que les membres du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19. Quelques parents rencontrés cet après-midi dans les rues de la capitale disent être prêts pour envoyer leurs enfants à l'école, quelles que soient les difficultés. Oui, nous sommes d'accord, mais sauf que les moyens qui nous semblent un peu difficiles, cahiers, les frais scolaires, on n'a pas encore payé. Ce sont ces choses qui nous semblent un peu difficiles. Mais à part ça, nous sommes prêts que les enfants partent à l'école. Vu les situations sociales, c'est déplorable, mais bon, on en fait avec. Les parents sont démunis, ils ne sont pas bien payés, bien rémunérés, et prendre tout cela en compte. Mais on fait avec, on n'a pas de choix. D'autres par contre souhaitent qu'on leur ajoute 2 semaines pour mieux se préparer. Selon eux, certaines écoles exigent le paiement de la totalité des frais scolaires de l'année passée. Pour l'entrée scolaire à Bana, pour ceux qui ont souhaité qu'à Zambé, pour les poches, on a dit que sa poche, on a mis Zambé, à son avis, pour en tout cas, je ne suis pas prêt pour envoyer mes enfants à l'école. Parce que jusque-là, je n'ai rien fait comme ce que je pouvais faire pour eux. Donc je ne suis pas prêt. Pour rappel, les comités multisectoriels de la riposte contre la pandémie de la Covid-19 appellent à la responsabilité de tous, enseignants et parents, pour veiller au respect des gestes barrières et du port de masques qui demeure obligatoire pour tous. Voilà, Batou, la rentrée c'est lundi, hein? Déjà oui. Prêt? Déjà prêt? Oui. Comme vous savez, madame, ça ne sera pas difficile pour les parents que nous sommes, étant donné que nous venons d'une situation très rude, très difficile, où les parents congolais ont été contraints de rester à la maison. Vous connaissez comment les Congolais vivent, c'est quasiment autour du jour. C'est le matin que les gens se réveillent et qu'ils vont tourner dans l'informel, dans la plupart des cas, pour revenir et trouver de quoi subsister. La Covid-19 est passée par là, donc oui, beaucoup de pays sont en faillite. Donc, voilà, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des entreprises qui ont mis carrément les clés sous les paillassons, il y a tout ça, ça rentre effectivement dans ce qu'il faut s'attendre au moment de cette rentrée scolaire. Moi je crois que c'est très difficile pour les parents, mais c'était quand même nécessaire qu'il y ait cette rentrée scolaire pour qu'on boucle, disons qu'on avance et que les enfants qui sont notre avenir de demain puissent se remettre à l'éducation, ainsi de suite. Ouais, c'est quand même une rentrée scolaire assez particulière parce que l'année n'était pas terminée, et beaucoup d'écoles ont fait la moyenne, comme l'école de mon fils, c'était la moyenne, voilà. Mais il y a aussi quelque chose qui me chiffonne personnellement et qui chiffonne, je sais, beaucoup de Congolais, c'est qu'il y a d'autres écoles qui ont déjà repris il y a un mois, à la date vraiment fixée, vers le mois de septembre, il y a déjà d'autres écoles qui ont repris, les écoles consulaires, il y a d'autres écoles privées, il y a une sorte d'anarchie dans les secteurs de l'éducation, il y a une sorte il y a aujourd'hui une classe de privilégiés en République démocratique du Congo, Mwana Bwato. Ceux qui ont un peu d'argent, ceux qui sont friqués, permettez l'expression, peuvent envoyer leurs enfants dans les écoles consulaires et autres, et ils suivent des programmes qui ne sont pas du tout des programmes congolais. Moi, je vois, ils ont des programmes soit canadiens, des programmes français, des programmes belges, et on ne sait plus très bien, on n'a plus une certaine unicité dans la formation. Parce que moi, je me rappelle à mon époque, un élève qui étudiait au lycée de Kimwenza avait le même programme qu'un élève qui étudiait à Bonsomi ou au collège Boboto. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Oui, je pense qu'il y a quand même un laisser-aller dans les secteurs de l'éducation aujourd'hui, tel que vous le dites. Effectivement, on ne peut pas arriver à comprendre que dans un même pays, dans un même État, qu'il y ait une espèce d'avancée à double vitesse dans les secteurs de l'éducation, où il y a certaines écoles, comme vous venez de le dire, qui ont un programme différent et d'autres écoles qui ont un autre programme, ça ne va pas. Je pense que nous avons un ministre qui a l'éducation et la formation professionnelle dans ses attributions.
il faut faire un coup de balai, il faut passer un coup de balai dans ce secteur-là, ça ne va pas. Les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, on va se retrouver dans une situation où on a des enfants qui ont été tous formés et ont eu leur diplôme d'État. Par exemple, la République démocratique du Congo, mais les diplômes n'ont pas les mêmes valeurs parce que le contenu, la substance de la formation qu'ils ont suivie n'est pas la même. Ce que moi je peux dire, c'est qu'il faut que les autorités essayent de se reprendre sur cette question, de prendre leurs responsabilités de manière à ce que les choses soient quand même corrigées. On ne peut pas accepter qu'on avance dans un secteur aussi clé et aussi important que celui de l'éducation de nos enfants qui vont constituer la relève de demain. Il y a une espèce de légèreté ou de laisser aller, de laisser faire dans ce secteur-là. Quand on tue l'éducation, on tue tout. Mais c'est toute la nation qui va. Et d'autres disent, bon, la décision du cardinal Ambongo a soulevé un lever de bouclier, c'est vrai. Beaucoup disent c'est de la discrimination, vous l'avez suivi. D'autres disent non. Lui, il avait précisé, mon abat aujourd'hui, c'était pour l'enseignement primaire, parce que il dit l'enseignement primaire, c'est la base, là où on inculque tout. L'école, c'est la formation du tout, de l'homme, de l'esprit et du corps. Donc, si un enseignant n'est pas catholique, il ne peut pas, ipso facto, transmettre les valeurs de l'Église catholique. Et beaucoup lui ont dit, non, c'est pas l'Église catholique qui paye les enseignants. À votre avis, personnellement, est-ce qu'il a tort ou il a raison? Madame, ça crève les yeux qu'il a tort. Ok. Je dois le dire comme ça. En disant cela, que les enfants catholiques n'étudient plus dans d'autres écoles alors. C'est un exemple que je donne. S'il faut aller dans toute la logique, il faut amener la logique jusqu'au bout. Ça veut dire, le cardinal veut aujourd'hui que les enfants catholiques n'étudient pas dans les écoles qui ne sont pas catholiques. Réfléchissons ensemble. Les élèves catholiques, c'est pas eux qui enseignent. C'est l'enseignant qui enseigne, qui donne. Oui, madame. Ça veut dire quand on ouvre cette brèche, on ouvre une brèche où on se dit, pour que vous travaillez ici, il faut que vous ayez telle opinion religieuse. On est dans la discrimination, madame. Et c'est inconstitutionnel. Mais les écoles sont conventionnées, non? Que ce soit dans les écoles publiques ou privées. Quand on dit école conventionnée, ça veut dire qu'il existe une convention entre l'État congolais et l'Église catholique. Bon, l'Église catholique peut, par cette convention, ne peut pas violer les lois. Ne peut prendre certaines décisions. Ne peut pas violer les lois, madame. Ça veut dire, je viens chez vous, je viens enseigner. Je viens donner cours, vous me payez. C'est le seul lien contractuel qu'il y a entre moi et vous. Ce que je pense de ma relation avec Dieu, madame, s'il vous plaît, ce que je pense de ma relation avec Dieu, ça me concerne. Ça ne vous concerne pas et vous n'avez pas à dire quoi que ce soit sur mon opinion religieuse. Je peux être catholique, musulman, franc-maçon ou quoi que ce soit. Ce n'est pas à vous de me dire, monsieur, on a un contrat de travail. Quand vous ne priez pas dans la même église que moi, vous n'êtes plus mon employé. C'est une discrimination et c'est grave. Mais alors, si on doit réfléchir jusqu'au bout, on doit enlever dans nos écoles primaires, par exemple, le cours de religion ou le cours de... On laisse la morale peut-être, mais pas le cours de religion dans toutes les écoles. J'ai une opinion sur ça. Oui, je vous en prie. Les écoles ne sont pas là pour former les gens en matière religieuse, en matière de foi religieuse, madame, pardon. Il y a des églises pour ça. Les églises sont faites pour former les gens en matière de foi religieuse. À l'école, nous formons les gens en sciences. Nous éduquons les enfants. Mais en matière de religion, et je n'ai jamais été d'accord avec ça, chaque enfant a la religion de ses parents. Je peux être musulman, mon enfant il est musulman, mais je peux l'envoyer à Boboto. Mais je peux l'envoyer dans une école catholique alors que je suis musulman et je l'éduque selon la foi musulmane. Il va là-bas pour apprendre autre chose. Je ne sais pas, nous réfléchissons ensemble, une sorte d'incompatibilité. C'est vrai que vous dites la religion, c'est pas l'école qui forme et tout ça évidemment, mais quand c'est une école conventionnelle, que ce soit catholique, protestante, il y a certaines choses, il y a certaines, je sais pas, certains rites ou certains... Non madame, je ne sais pas. Par exemple... Il y a un tronc commun, madame. Moi je ne connais pas de religion qui accepte qu'on tue. Je ne connais pas de religion qui accepte qu'on tue. En termes de valeurs, il y a un tronc commun dans toutes les religions. Les musulmans, ils croient que voler c'est pas bon. Les catholiques, ils croient que voler, c'est pas bon. Mais et toutes les religions, je ne vois pas de raisons qui font que, parce que l'enseignant est musulman, il aurait une influence négative sur les enfants. Non, peut-être pas. Un enseignant musulman, par exemple, a droit à ses 5 prières par jour. Oui. Ça, c'est sa foi. Oui. Il donne cours à une école catholique. Il doit s'arrêter parce qu'il doit prier, c'est sa foi. Oui.
il doit s'arrêter. Il a cours prenons par exemple, c'est un enseignant d'école primaire, il a cours de géographie, il est 12 heures, comme il est musulman, à 12 heures, il doit s'arrêter automatiquement pour sa prière. Comment ça va se passer? C'est ça les questions pratiques peut-être que le cardinal veut peut-être mettre en exerce. C'est quelque chose, la foi, ça n'unit pas de toutes les façons. Ils ne travaillent pas les musulmans, madame, dans les entreprises? À part les écoles? Je vous en prie. Mais ils prient, hein. Moi, je connais des amis catholiques. Ils s'arrêtent à un moment. Pour eux, c'est une question de vie ou de mort pour les musulmans. Et si vous étiez musulmane, voilà. Vous arrêterez votre émission 2 fois parce que l'émission va faire 2 heures. Madame, arrêtons de gonfler, de grossir une question. Oui, il n'y a pas de problème. Toutes les religions ont un tronc commun. Des valeurs. Il n'y a pas de religion, je répète, qui oblige ou qui accepte le meurtre ou le vol. Il n'y a pas de religions qui ont des valeurs qui feront à ce que l'enfant il viendra, il va venir nu à l'école. Toutes les religions ont un certain nombre de valeurs qu'elles partagent. Mais là où moi je veux insister, c'est dans le fait que cet acte-là, il est discriminatoire. Et ça ouvre la brèche à de la discrimination qui peut aussi jouer contre les catholiques. Supposons que les écoles musulmanes disent la même chose. Messieurs, tous les catholiques, vous ne donnez pas cours ici. Supposons que ça quitte les enseignants, ça rentre dans les enfants. Moi, je ne prends que les musulmans dans mon école. Moi, je ne prends que... Vous voyez, on est en train... Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais on est en train d'ouvrir une brèche de la division sociale et de la discrimination qu'on ne contrôle pas, dont on ne contrôle pas encore les conséquences. Ce que je peux demander au cardinal, avec tout le respect que je lui dois, c'est qu'il revienne sur cette décision. Qu'il la retire tout simplement. Elle est inconstitutionnelle, elle est illégale. Quelqu'un peut lui porter plainte pour ça. Aujourd'hui, c'est le verbe clé, mesdames et messieurs, c'est sursoir. Comme vous le savez, pour Minembwe, le chef de l'État a fait cela. Nous allons en parler de Minembwe, c'est un grand dossier, c'est le deuxième dossier, nous allons parler de Minembwe. Qu'est-ce qui se passe réellement à Minembwe? Commune ou pas commune maintenant? Est-ce que le chef de l'État, qui l'a dit verbalement, parce que d'autres disent que non, le chef de l'État ne l'a dit que verbalement, il faut des actes écrits parce que nous sommes dans une civilisation de l'écrit, il faut un acte contraire pour que Minembwe ne soit plus une commune. Qu'est-ce qui se passe réellement? Nous avons la réaction du prof Mbata, réaction croisée du prof Mbata et du prof Kabissa par rapport à la situation de Minembwe. Monseigneur Sébastien Joseph Mouyengo s'interroge sur la responsabilité du président de la République Félix Tshisekedi dans l'affaire Minembwe. Au cours de son point de presse ce lundi, l'évêque du diocèse d'Ouvira se pose la question de savoir pour qui roule le chef de l'État congolais. Concernant la commune de Minembwe, on ne cessera pas de s'interroger sur la responsabilité du président Félix Tshisekedi quand on sait que le maître d'œuvre de l'entreprise est celui-là même qui est à la tête du ministère de la Défense et des réformes institutionnelles depuis le règne de son prédécesseur jusqu'au sien. Plus que le programme est de 100 jours, le problème de la commune de Minembwe constitue un test pour les chefs de l'État. On se demande pour qui roule-t-il? Pour le peuple d'abord, comme le jurait son père, ou pour ceux qui, comme on l'attend, l'ont placé au trône afin de se servir de lui pour en arriver là. Nous craignons que s'il laisse faire le cas de Minembwe, le processus du démantèlement du pays ou de ce que l'on appelle la balkanisation soit amorcé avec sa complicité. Occasion pour Monseigneur Sébastien d'appeler la population au calme et à renoncer à toute voie de violence. Pour nos populations de base particulièrement, nous les appelons au calme et à renoncer à toute voie de violence pour privilégier davantage celle du dialogue qui reste un processus toujours lent et difficile, mais dont les fruits sont la paix, le pardon et la réconciliation. Pour rappel, les autorités administratives de la commune de Minembwe ont été officiellement installées par le ministre provincial de l'Intérieur du Sud Kivu sur instruction du ministre de la Décentralisation. C'est un constitutionnaliste qui a choisi de porter la casquette d'un combattant pour bien défendre sa patrie.
À l'occasion ce samedi d'une matinée politique organisée par son parti UDPS Fédération des Funa dans la capitale Kinshasa, le professeur André Mbata mobilise. Pas question qu'une portion des terres de la RDC soit cédée aux étrangers. Le Congo n'est pas à vendre, ni à faire louer. Il n'y aura pas de balkanisation. Donc, on a un message de Payo Kango Malam, Nabato Balingaki Bate Kamboka. Balingaki Bate Kamboka. Balingaki Bate Kamboka. Tokolala Toko Kanisa Etienne. Tokolala Toko Kanisa Etienne. A noter l'installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe le 28 septembre dernier, en présence du ministre de la décentralisation, n'a cessé de susciter des réactions au sein de la classe politique congolaise. Il n'existe pas d'affaire Minembwe. Il ne s'agit que de l'exécution de l'article 4 de la Constitution qui s'est mis en application. Je vous ai dit le 29 septembre dernier que cette Constitution de 2005, qui a été validée par notre peuple en 2006, est un arrêt de mort pour notre pays. Eh bien, l'article 2, on l'a déjà exécuté, on va calmement, parce qu'on sait que les Congolais se contentent toujours des choses qu'ils voient. On a démantelé les provinces, au lieu de 11, nous en avons 26, les gens se battent pour prendre le pouvoir, mais ils ne savent pas où est-ce qu'on veut en finir. Et maintenant, article 4 appliqué, l'État peut organiser des territoires décentralisés sans demander aux autochtones. Et on va aller à l'article 9 parce que c'est dit, les sols et les sous-sols n'appartiennent à personne au Congo. L'État ne fait que exercer la souveraineté sur les sols et les sous-sols. Cette constitution a prévu à l'article 51 qu'il y a des groupes ethniques minoritaires. Nous sommes 450, il y a quand même un groupe qui est minoritaire par rapport aux 450. Tout est prévu là-dedans et on va démanteler petit à petit notre pays. Donc, maintenant là, ce que nous demandons rapidement, d'urgence, le ministre de l'Intérieur doit dépêcher les groupes de recensement là-bas à Minembwe pour prélever les compositions de ménages ainsi qu'identifier toutes ces personnes rapidement. Sinon, ça devient l'aéroport international et c'est terminé. Après, localité Minembwe, c'était groupement Minembwe, secteur Minembwe, territoire Minembwe, demain province Minembwe et après demain Dieu seul sait. Je vous remercie. Mwana Boato, Minembwe, aujourd'hui commune. Selon nos investigations, cela a été signé par Matata Pogno déjà à l'époque. Le fait d'ériger Minembwe comme commune. Et on a fait que la suite, on a fait que poursuivre ce qui a été déjà signé. Mais selon vous, pourquoi cela a soulevé autant de passion, l'érection de Minembwe comme commune? Pourtant, c'était déjà prévu par la loi, par les signatures et tout consort. Merci madame. La question est complexe. Hein? Oh. La question est complexe parce qu'elle est pluridisciplinaire. Il n'y a pas que ce volet social ou ce volet politique. La question est d'abord juridique. Avant d'être politique et sociologique. Je vous en prie, décortiquons. Politique comment? Commençons par l'aspect juridique. Juridique, voilà. Sur le plan juridique, lorsque le Premier ministre prend un décret, la théorie de l'acte contraire veut que ce décret ne soit annulé que par un autre décret. Donc, jusqu'à hier ou aujourd'hui, je n'ai pas vu. La parole du chef de l'État ne fait pas loi? Non, chez Madame, le chef de l'État, c'est vrai qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions, mais en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il est aussi le garant de la légalité. Une mesure peut être décidée en Conseil des ministres, mais il faut qu'il y ait des actes juridiques qui suivent. Donc, le chef de l'État, en instruisant au Premier ministre ou au ministre d'État en charge de la décentralisation de surseoir à l'acte, il fallait qu'il y ait des mesures qui accompagnent cela. Tant qu'il n'y a pas un décret, une ordonnance qui annule les dispositions du décret
du Premier ministre honoraire Matata Ponyo, cet acte juridique existe et reste dans l'ordonnancement juridique. Dans l'arsenal juridique congolais, Minembwe c'est une commune. C'est une commune. Là, sur le plan juridique, Minembwe reste une commune. Un procès verbal du Conseil des ministres n'est pas un acte réglementaire qui va annuler les effets et les conséquences d'un décret. Pas du tout. Ça reste un PV du Conseil des ministres qui est un acte qui lie les membres du gouvernement, qui est un acte, je le qualifierais d'un acte sous seing privé. Ce n'est pas un acte réglementaire. Il y a une hiérarchie des normes. Minembwe a été créé par un décret du Premier ministre. Il faut un autre décret du Premier ministre pour annuler les effets du décret précédent. Donc, sur le plan juridique, il n'y a pas de problème, j'espère. Il a simplement suspendu. Il faut qu'on choisisse bien le mot. Il n'y a pas de suspension du tout, madame. C'est même pas une suspension, c'est quoi? Pas du tout. Sur le plan juridique, il y a un non-acte, il n'y a pas d'acte. Il n'y a pas d'acte. Il n'y a pas d'acte juridique sur ça. Il y a un vide. Bon, je ne dirais pas qu'il y a un vide juridique. Il y a un décret qui existe et qui continue à produire ses effets. Ses effets, mais. Donc, maintenant, là, on est dans quoi? Et là, c'est la proposition. Dans rien, madame. Juridiquement, dans rien, Minembwe existe. Et parce que Minembwe a été créé comme commune par un décret du Premier ministre qui n'a pas été annulé. Ce que je demande, et c'est ma proposition aux membres du gouvernement, le président de la République, et je salue cette position, je vais y revenir à un moment, a décidé qu'on sursoie à la mise en place de cette commune. Il fallait que le Premier ministre, chef du gouvernement, au sortir de la réunion, puisse prendre un décret modifiant ou annulant. Modifiant le décret de Matata Ponyo, dans lequel il modifie le statut des Minembwe comme commune. Tant qu'il n'a pas pris ce décret modificatif du décret de Matata Ponyo, Minembwe existe comme commune. Ça existe, madame. Donc ça veut dire, sur le plan juridique, je ne vois pas un juriste qui va me contredire sur ce point-là. Ok. Sur le plan, nous gagnons la télé, c'est le temps. Sur le plan politique maintenant. Sur le plan politique. Sur le plan politique, je pense que la question des Minembwe, si elle a suscité autant de débats, autant d'envie, c'est à cause de M. Rouberoy. Quoi, sa tête? M. Rouberoy utilise la question minoritaire des Tutsis comme un fonds de commerce politique. C'est comme un fonds de commerce politique avec le génocide. Donc, pour lui, M. Rouberoy n'a rien à donner aux Congolais aujourd'hui en termes de projets politiques ou d'idées politiques, à part la question je protège les Tutsis, je suis le leader des Tutsis. Non, pas du tout. C'est ça qui crée le problème aujourd'hui. C'est pour ça qu'il fait de la précipitation. Il essaie de grossir cette question de la minorité Tutsi et cette question des Minembwe pour se faire une bonne santé politique. Mais au fond, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Un flashback pour que les gens comprennent. Y a-t-il sur le sol congolais une ethnie ou y a-t-il des ethnies ou des tribus, Banyamulenge ou Tutsi? Ou y a-t-il une différence entre les Banyamulenge et les Tutsi congolais? Objectivement. Et là, on en vient à la dimension sociologique. Ne faisons pas comme si le Congo a toujours été ce qu'il est. Comme si les frontières du Congo ont été tracées comme ça par Dieu. Non, madame. Il y a eu un moment, il y a eu des peuplades qui habitaient le Congo. Il y a eu les Azandé, il y a eu les Bangu, il y a eu les Tetela, il y a eu les Né Congo, ainsi de suite, il y a eu le royaume Congo, ainsi de suite. À un certain moment, les Belges prennent possession du Congo et du Rwanda ou Burundi. Ils tracent des frontières. Vous retrouvez Savoyant de Brazza et la France qui ont pris le Congo-Brazzaville, ils ont pris la République centrafricaine. La Grande-Bretagne a pris le Soudan et l'Ouganda. La Tanzanie avait été prise par l'Allemagne avant peut-être qu'elle n'ait perdre la guerre. On a redonné ça à l'Angleterre. C'est comme le Cameroun et la Namibie. C'était par les Allemands. Vous savez que le Katanga, c'était pas pour le Congo belge, hein, au début. C'était pour... Au début, lorsque Léopold vient, c'était pas pour le Congo belge. Il y a eu beaucoup d'efforts pour que le Katanga rentre dans ce qui était la propriété du roi Léopold. Alors, dans ces traçages de lignes, je ne parle pas des Portugais qui ont pris l'Angola en bas, dans ces traçages des frontières, madame, comment vous faites pour que
Nalobi à partir à l'élo, où est commis Congo, où est commis Angola. Mais il y a des gens qui se sont retrouvés de part et d'autre. Ne nions pas l'histoire. Ok. C'est de la même manière que les Tutsis, il y en a qui se sont retrouvés du côté gauche de la frontière, donc au Congo, et du côté droit. N'oublions pas que le Congo et le Rwanda au Burundi, c'était tous la propriété de la Belgique. Belge. Vous voyez. Donc les gens pouvaient aller d'un côté comme de l'autre. C'est vrai que pour faire le politiquement correct, on peut vouloir utiliser. On peut vouloir utiliser cette question pour se donner une santé politique ou une opinion, mais objectivement, il y a des Tutsis au Congo, il y a des Tutsis au Rwanda, il y a des Tutsis au Burundi. On ne peut pas les nier. Moi-même, je suis de Kabambare, au Maniema. Le nom de mon grand-père, je retrouve le même nom en Tanzanie. Est-ce que j'ai choisi de le faire? Non. Ça veut dire il y a des peuplades qui se sont retrouvés Tanganyika, le lac Tanganyika. C'est un lac congolais, mais le nom Tanganyika, c'était ça le nom de la Tanzanie à un moment. Oui, je sais. Vous vous rendez compte? Ça veut dire, ce lac-là qui constitue la frontière, par exemple, entre le Congo et la Tanzanie, c'est pas comme si c'est tombé du ciel. Donc, à un moment, effectivement, c'était pour la Tanzanie et pour le Congo jusqu'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Même le lac Kivu. Nous avons compris, moi, là-bas. Même le nom Kivu. Vous pensez qu'il vient du Congo? Ça vient d'ailleurs aussi. Nous avons compris. Mais ici, au Congo, quelle était leur dénomination? C'est vrai que les peuplades ont été divisées comme ça par le bon vouloir de l'occidental. Ok, on le sait. Mais ils ont pris d'autres noms. On continue parce que c'est un sujet assez vaste. Ils ont pris des noms différents. Les Tutsis congolais ont quel nom en République démocratique du Congo? Ou ils sont restés Tutsis congolais ou ils ont une autre dénomination, une autre appellation? Ils sont Tutsis. Tutsis tout simplement. Ils sont Tutsis. Est-ce que dans la reconnaissance des ethnies congolaises ou des tribus congolaises, y a-t-il le nom Tutsi dedans? Dans les 450 ethnies congolaises. Qui a compté ces ethnies? C'est par quel acte on a compté? On a dit que c'est 450. Non, c'est même pas 450. C'est que nous a appris à l'école. Oui, dites-moi. Attendez, je dois appeler peut-être Isidore Ndaye pour nous dire combien il y a d'ethnies définitivement en République démocratique du Congo. J'ai lu son livre, madame. Oui, il y a combien d'ethnies? Est-ce qu'il existe une ordonnance, un décret qui dise voilà les tribus congolaises? C'est pas des trucs qu'on balance sur WhatsApp, des trucs qu'on balance sur les réseaux sociaux. Qui vont changer quoi que ce soit. Il n'y a jamais une étude congolaise pour dire combien. Un acte ayant force de loi. Il n'y a pas. Qui établit le nombre de tribus du Congo? Non. En tout cas, opposez-le-moi. C'est peut-être ça qui nous manque. On doit faire cela. Je n'en connais pas. Mais on doit faire cela pour savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. Faites-le, madame. Ça veut dire, aujourd'hui, c'est ça aussi là. Il y a d'abord une porosité dans nos frontières. C'est la première des choses. Deux, il y a une déliquescence de l'État. Et une espèce de disparition de l'autorité de l'État, l'absence de l'autorité de l'État. Monsieur, vous gouvernez un territoire avec des personnes, identifiez-les. Identifiez-les, madame. Identifiez ces personnes. C'est comme l'a dit Kabisa, on risque aujourd'hui avec Minembwe d'avoir des gens qui viennent d'ailleurs et qui... Nous allons continuer parce que nous restons toujours dans le même dossier parce que nous allons parler de l'extrait du chef de l'État et de la conférence de presse de Martin Fayulu. Toujours dans cette problématique de Minembwe, qui est une grande question qui ne prendra jamais fin. Pour moi, le salut du peuple est la loi suprême. Et je ne peux pas laisser un peuple, surtout le mien, un peuple au Congo, en danger. Voilà pourquoi j'ai décidé de purement et simplement annuler ce qui a été fait jusqu'ici. Mais je ne vais pas en rester là. Parce que justement, c'est le fait de n'avoir jamais décidé sur ces problèmes qui se déroulent à l'Est que cela a toujours engendré des crises. Cette fois-ci, nous allons décider. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Je vais très rapidement mettre une commission sur pied. Une commission composée uniquement de scientifiques et de préférence des scientifiques qui ne seront pas originaires de la région. Il y aura plein d'experts qui vont avoir pour mission de retracer toutes ces limites, mais toujours
en connexion avec les autochtones, les peuples qui vivent là depuis longtemps. Pendant ce temps, je vais demander aux uns et aux autres au calme. Il n'est pas, pour le moment en tout cas, question de s'affoler. Les peuples de cette partie du pays ne demandent qu'à vivre en paix. Et nous allons leur offrir cette paix. Je demande donc à tous les faiseurs d'opinion, à toutes les notabilités, de prêcher dans le sens de la paix et de l'union, de l'unité de ces communautés. Il est ici question du vivre ensemble. Et ça, c'était possible à une certaine époque. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça ne peut plus l'être. Affaire Minembwe, Martin Fayulu voit à nouveau planer sur la RDC les velléités de la balkanisation. Ainsi, le président de l'ECD appelle à une mobilisation pour dire non à cet état de choses, d'où l'annonce de cette marche dite d'unité. Ainsi, je lance un appel vibrant et solennel à toutes les Congolaises et à tous les Congolais pour une marche d'unité nationale et de défense de l'intégrité territoriale ce mercredi 14 octobre 2020. Principalement à Kinshasa et à Uvira, ainsi que dans d'autres villes de la République. Pour Fayulu, l'instauration de Minembwe en commune rurale doit être comprise comme une tentative de matérialisation officielle de l'occupation du pays. Aussi estime-t-il que cette décision qui intervient pendant cette période est loin d'être un hasard et que la coalition actuellement au pouvoir y est pour beaucoup. Cette situation est révélatrice d'une faiblesse dont la source est sans doute le manque de légitimité des institutions de la République et de leurs animateurs. En effet, ces institutions et leurs animateurs, ne possédant pas du peuple, sont manifestement au service de ceux qui les ont portés. Pour rappel, lors de sa dernière conférence de presse tenue à Goma, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé l'annulation pure et simple du décret lié à l'instauration des Minembwe en commune rurale. Mwana Boato. Élisée Odial a dit suspension, annulation, on ne sait plus quoi penser. Qu'est-ce que le chef de l'État a fait? A-t-il suspendu? A-t-il annulé les décrets? On ne sait pas trop. On parle ici, c'est le français. Vraiment, le terme exact, selon vous, c'est quoi? Il a annulé les décrets, tout simplement. Il a suspendu le décret. Madame, le chef de l'État statue par ordonnance. Aucune ordonnance. Le chef de l'État statue par voie d'ordonnance. Le Premier ministre statue par voie de décret. Le ministre statue par voie d'arrêté. L'Assemblée nationale statue par un acte législatif, une loi. Dites-moi, madame, c'est quoi le numéro du journal officiel que vous avez et qui vous dit qu'il y a une ordonnance du chef de l'État? Donnez-moi son numéro et sa date de publication. Qui a sursis à la commune de Minembwe? Il n'y en a pas, madame. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Maintenant, nous y allons. Le chef de l'État dit les Congolais de ce coin de la République doivent vivre en paix, mais vivre ensemble. Mais ça ne va pas, le vivre ensemble, là, ça ne va pas. Il y a des couacs, il y a des problèmes dans ce vivre ensemble. Les uns disent, nous avons suivi beaucoup de Congolais qui disent, c'est le départ, même Martin Fayulu l'a dit, c'est le départ, le point de départ de la balkanisation de ce pays. D'autres disent évidemment, l'État n'existe pas. Alors quoi faire? Cette peur-là, comment dire aux Congolais, attention, cette peur est infondée ou cette peur est réelle et les Congolais ont peur de se réveiller un jour que le Minembwe devienne le nouveau Kosovo? C'est une peur légitime ou c'est une peur, en tout cas, c'est une peur qui est vraiment, c'est comme un feu qui est soufflé par les politiques, tout simplement. Nous faire peur pour dire attention, c'est une récupération politique, tout simplement. La paranoïa, madame, on est parfois paranoïaque. La théorie du complot, on veut balkaniser le Congo, on veut prendre telle partie du Congo. Ça a commencé depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Je vais vous dire très clairement en vous regardant droit dans les yeux, je n'y crois pas. Ah, je ne crois pas en cette théorie. C'est arrivé en 60, il y a eu sécession du Katanga, il y a eu sécession de Sud-Kasaï. Hein. Il faut revoir l'histoire. La sécession katangaise, c'était autre chose. C'était la Belgique.
qui voulait faire main basse sur les richesses minières du Katanga. C'était autre chose. Mais Minembwe, c'est l'expansionnisme rwandais, on le sait aussi. Hein. Comment ils feront l'expansionnisme rwandais? Mais non, madame, vous savez que les Tutsis de Minembwe ne sont pas pour Kigali. Hein. Ah. Ils sont même en opposition avec Kigali. La problématique, c'est quoi, madame? Déjà, lorsque le président Mobutu était au pouvoir, Laurent Désiré Kabila était au maquis. Après la rébellion 64, il n'avait pas marché. Il était au maquis avec le PRP, je pense, à l'époque. Et Mobutu et Mbanda, parce que c'est Mbanda aujourd'hui, Honoré, qui distille dans l'imaginaire des Congolais qu'il y a un complot pour balkaniser le Congo. Ça ne sait pas ce qu'il y a dans sa tête. Je peux bien comprendre Martin Fayoulou dans sa prise de position. Il essaie de jouer sa carte politique. Pour dire tout ça, ça ne marche pas parce que le président élu n'est pas légitime. C'était moi le président élu. On le comprend et c'est de son droit. Mais objectivement, Mobutu a utilisé les Tutsis de cette zone pour déstabiliser Laurent Désiré Kabila pendant qu'il combattait le régime de Mobutu. Il les a utilisés. Et c'est après, quand Laurent Désiré Kabila s'allie aux Rwandais et aux Ougandais et qu'il obtient l'appui de ces Tutsis, que tous les Mobutistes commencent à distiller cette fameuse théorie du complot et de la balkanisation du Congo. Ces populations ont toujours vécu là sans problème, madame. Ce n'est pas que dans les Kivu qu'il y a ce problème. Il y a ces problèmes partout. Il y a ces problèmes à l'Équateur, il y a ces problèmes au Maniema, il y a ces problèmes au Katanga. Pourquoi ce n'est que dans les Kivu? C'est parce qu'il y a des gens qui essayent de tirer sur cette fibre-là pour diviser les populations de ces terroirs et pour essayer de tirer des dividendes politiques et économiques. Plus la région est déstabilisée, plus c'est facile de sortir des minéraux. Plus c'est facile de créer des poches de non-droit pour continuer à exploiter. Illégalement. Bien sûr. Mais au fond, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un complot. C'est comme s'il y a des gens qui se sont assis quelque part et qui ont dit on va planifier, couper Minembwe et le ramener au Rwanda ou au Burundi. Il n'y en a pas, madame. Mais que dit le leader de ce coin? Le leader politique de ce coin, je ne sais pas qui, comme il y a qui encore de ce coin? Non, de Minembwe par exemple. Oui. Et d'abord, c'est quelle tribu qui vit à Minembwe? Il y a des Babembe, à Minembwe il y a des Tutsis, à Minembwe il y a beaucoup de tribus. Mais leurs leaders politiques, leurs influenceurs, qu'est-ce qu'ils disent? Vous avez un son de cloche de ce qu'ils disent? Pas du tout, madame, mais ici je voudrais quand même saluer. Parce que c'est eux qui doivent mettre ensemble les populations, influencer positivement pour dire que nous pouvons vivre ensemble. Mais si les politiques, leurs leaders d'opinion, attisent la haine, attisent la division, ben ça va déjà ils se comptent parmi les tireurs de ficelles. Exactement. Ça on le sait, ils se comptent parmi les tireurs de ficelles. C'est là que je salue la position du chef de l'État. Lorsque, bon, je ne dis pas qu'il a suspendu parce qu'il n'y a pas d'acte. Lorsqu'il dit qu'il sera mis en place un comité scientifique composé des historiens, des juristes, des politologues, ainsi de suite, qui vont travailler sur la question, que ce comité travaille et fasse des propositions de manière à ce que la paix subsiste dans cette partie du pays. Ça va lever le voile. Bon. Vous avez dit qu'il y a des problèmes de communauté. En fait, pourquoi d'abord eux s'appellent communauté? Parce que je ne sais pas. Cette dénomination-là me tique un peu. Parce que j'ai jamais dit, par exemple, une communauté Yansi ou communauté. Non, c'est seulement eux qui s'appellent communauté. Je ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi choisir cette terre? Est-ce que leur terre appartient à leurs ancêtres? Parce qu'en Afrique, qu'on le veuille ou pas, une tribu ou une ethnie est liée à la terre. C'est historiquement confirmé, quelque chose comme ça, que la terre des Kabambare est liée à une tribu, la terre des Yansi est liée à une tribu, à une terre. C'est comme ça la sociologie africaine, le poids de la terre, la force de la terre. Dites-moi, est-ce que vous connaissez la terre de Banyamulenge? Je parlerai de Tutsi, je ne parlerai pas de Banyamulenge, pour moi ça n'existe pas. Mon Dieu. Mais les Banyamulenge sont des Tutsis alors? Vous connaissez un endroit qui s'appelle Mulenge? On a dit que c'est une montagne, je ne sais pas encore une commune. Je connais Litombwe, je connais Minembwe. Non madame, il n'y a rien de fixe. Il n'y a rien de fixe. Les Tutsis ici, est-ce qu'ils ont une terre où on peut délimiter les Tutsis ici en République démocratique? Parce que chez les Yansi, on connaît où on délimite les Yansi. Chez vous, on sait votre tribu où. C'est pas que nous sommes tribalistes, mais c'est la réalité sociologique de mon pays. Comment, prenons qui? Les gens du Bas-Congo par exemple, les Bantandu, on sait où se trouvent les Bantandu. Mais les Tutsis là, ils sont où? Ici, en République démocratique du Congo. Merci madame. C'est ce que j'étais en train de vouloir dire.
ça n'a jamais été fixe. Les tribus, les ethnies, madame, ont toujours migré. Mais à un moment, ça s'est arrêté. Ont toujours migré. À un moment, ça s'est arrêté. Pas du tout. Il faut qu'à un moment, ça s'arrête. Pas du tout. Qui est congolais, madame? Il y a les Yous Soli, droit de la terre. Il y a les Yous Sanguinis, droit du sang. Vous naissez d'un Congolais, vous êtes Congolais. Vous naissez d'une des tribus qui ont habité la République démocratique du Congo dans ses frontières de 1908, vous êtes Congolais. Vous pouvez acquérir aussi la nationalité congolaise par acquisition ou par naturalisation, ainsi de suite. Mais vous n'avez pas de sol. Lorsque vous naissez au Congo, vous n'avez pas de sol. Lorsque vous naissez au Congo, vous êtes Congolais. C'est ça. C'est vrai qu'il y a eu des migrations à un moment, il y a eu des Tutsis qui ont quitté le Burundi, le Rwanda, qui sont retrouvés en République démocratique du Congo et tout. Mais lorsqu'on décide que telle tribu, tel peuplade qui se retrouve sur le sol congolais à partir de telle année sont congolais, ben ils sont congolais. Ok. Il faut faire avec. Réfléchissons vraiment. J'ouvre un peu. Moi j'aime les comparaisons. Un Congolais, parce qu'on n'allons pas en Europe. Un Congolais qui devient sud-africain. A-t-il une terre? Il a acquis la nationalité. Là, vous êtes dans la naturalisation. Exactement. La naturalisation. Un jour, il ne peut pas se réveiller. Voilà, il ne peut pas se réveiller. C'est comme le Congolais qui est belge. Voilà, il ne peut pas se réveiller et dire que j'ai une terre quelque part qui appartient à mes ancêtres. Exact. Même 10 à 15 générations plus tard. Exact. Bon, c'est ça le problème peut-être avec les Tutsis. Pourquoi ils n'admettent pas qu'ils n'ont pas de terre qui provenait de quelque part et qui n'ont pas de terre en République? Ils sont congolais, admettons, mais ils n'ont pas de terre chez nous. Comment ils sont devenus congolais, madame? Par naturalisation, on l'a donné en 73 par exemple. En disant quoi? En disant qui devient congolais? C'est pas les personnes qui se sont retrouvées dans un territoire précis. Déjà les Belges. Déjà la loi sur la nationalité vous dit, quand vous descendez d'une ethnie dont les ascendants ont été établis à la République démocratique du Congo à partir de 1908, vous êtes congolais. Vous pensez qu'en 1908, il n'y avait pas de Tutsis dans notre territoire? Ils étaient où? Ils étaient en train de migrer comme ça. Notamment dans l'Itomboué. Ils y étaient, madame. Mais ne nous voilons pas la face. Ils y étaient. Mais pourquoi maintenant ils se focalisent tous sur le Minembwe là? Ça, j'en ai pas la preuve. J'en ai pas la preuve. C'est pourquoi je vous ai dit que la question, elle est grossie par des gens qui veulent en tirer des dividendes politiques ou des gens qui font de cette question un fonds de commerce. Avant vraiment de passer de clore ce sujet, j'aimerais bien savoir quelles sont les prérogatives d'une commune. Qu'est-ce que fait une commune? Alors, quel document une commune octroie par exemple? Une commune est une entité territoriale décentralisée. Qui est gérée par un bourgmestre, et par un conseil communal. Il y a dans la Constitution aujourd'hui des actes qui sont de la compétence exclusive du pouvoir central et des actes de la compétence exclusive des provinces, et puis il y a des actes de la compétence des ETD. La commune vous délivre un acte de mariage. Les bourgmestres de la commune, c'est déjà un officier de l'état civil, ils célèbrent le mariage. Les bourgmestres des communes, dans les 90 jours qui suivent la naissance d'un enfant, ils l'enregistrent et ils octroient un acte de naissance. Un bourgmestre des communes, il donne une attestation de bonne conduite, vie et mœurs, et il gère les matières qui relèvent dans la loi sur les ETD et les rapports avec l'État et les provinces. Il gère les matières qui relèvent des communes, notamment la salubrité et ainsi de suite. C'est tout ce qui... Vous comprenez le pouvoir d'une commune. Des fois, nous voyons peut-être que grand, nous voyons que la République, nous voyons que ça, mais la commune a une très grande force. Il délivre des actes très importants. C'est la base même de l'État. Des fois, nous oublions, nous voyons tellement le sommet que ces gens-là qui sont peut-être plus futés que nous voient la base. Et la base, c'est la commune. Ils délivrent des actes de naissance, ils délivrent des actes de mariage, ils délivrent il y a beaucoup de dossiers, des actes que des fois que nous négligeons. Et même pour obtenir le certificat de nationalité, on vous demande l'acte de naissance, c'est ça? Qui est délivré par le bourgmestre de la commune. Réfléchissez bien mes compatriotes, la commune, ne voyons pas toujours grand, eux ils voient grand, mais à partir de la base. Ça nous donne matière à réflexion. Nous allons toujours rester au Congo profond, mesdames et messieurs. Nous allons parler de l'élection à l'Assemblée provinciale du Congo central, où, comme vous le savez, c'est Jean-Claude Vomba qui a remplacé Anatole Matousila, si je ne me trompe pas, c'est lui, hein, oui, c'est lui qui était président de l'Assemblée provinciale. Et nous allons reparler de ce sommet, de ce mini-sommet de Goma, qui était en visioconférence, mais pour certains qui a été un mini-échec, parce que même en visioconférence, le président du Burundi n'était pas présent. Suivant.
Ce mini-sommet tant attendu est enfin ouvert à Goma par le président de la RDC, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Les présidents Joao Lourenço, Paul Kagame et Yoweri Museveni sont en vidéoconférence avec leurs homologues congolais Félix Tshisekedi, initiateur de cette réunion. Dans son allocution d'ouverture, le président Félix Tshisekedi a remercié ses homologues pour leur disponibilité en cette période, selon lui particulière, de Covid-19. Les présidents du Rwanda, de l'Angola et de l'Ouganda ont tour à tour loué l'initiative du président de la RDC de parler des questions qui préoccupent leurs États respectifs. L'objectif de cette rencontre virtuelle est d'atteindre le raffermissement des relations de bon voisinage pour la conjugaison des efforts de la coopération, de la pacification et de la stabilisation de l'Est de la RDC, ainsi que de la région des Grands Lacs. L'ordre du jour adopté par les experts de 4 pays participants prévoit des échanges sur l'évaluation de la situation sécuritaire, la coopération sanitaire, la lutte contre l'exploitation, le commerce illicite et la coopération contre la Covid-19. Après un état de lieu sur chaque secteur, les 4 chefs d'État vont prendre des recommandations qui seront coulées dans un communiqué final sanctionnant la fin des travaux. Respectivement élus président et vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Vouemba et Samuel Nimi vont désormais être à la commande de cette institution. Annoncé comme candidat unique par ses pairs, le député provincial Jean-Claude Vouemba remporte une victoire unanime avec 25 voix sur 25 votants. Il remplace à ce poste Anatole Matussila. Signalant que, juste après son investiture, le président du MPCR a reçu ses civilités militaires. Il promet à ses collègues de ne pas les traduire en justice. Il a également promis de diligenter un audit sur les 2 ans de cette législature. Par contre, le camp de Matussila ne reconnaît pas la destitution de ces derniers. Accuse par ailleurs le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, d'être à la base de cette destitution. Signalant par ailleurs que le président déchu avait verrouillé toutes les portes de l'Assemblée provinciale le lundi 5 octobre, les pro-Vouemba ont fait les forcings pour organiser le vote dans l'hémicycle. Dans la boîte, nous allons maintenant au Congo central. Les assemblées provinciales. Comme un théâtre, à chaque fois, c'est toujours la même chose. On démet les présidents des assemblées provinciales, ou ce soit les gouverneurs et tout ça. On se demande vraiment si les assemblées provinciales jouent un rôle vraiment important en République démocratique. Moi, je vais prendre la question sous un aspect un peu plus large. Moi, je suis en train d'interroger la décentralisation en elle-même, parce que c'est avec la constitution du 18 février 2006 qu'il a été décidé que l'État va être géré à 2 niveaux au moins, pouvoir central et institution provinciale. Est-ce qu'on a eu raison? Comment ça se pose la question, franchement? Est-ce qu'on a eu raison de décentraliser? Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter un moment et interroger, questionner cette décentralisation, à quoi elle nous amène? Tantôt, c'est un gouverneur de province que l'Assemblée provinciale dont il est l'émanation des choix, mais il reste au poste. Vous avez vu dans la Chopo, par exemple, M. Wale Lufungula en Ituri, forcer la main pour rester au pouvoir, alors qu'il y avait non seulement une motion qui a été votée, mais aussi une mise en accusation contre lui. Une mise en accusation pénale pour détournement des deniers publics. Vous avez vu au Congo central, parce que c'est de ça qu'on parle, le gouverneur Matoubouana résistait même à une décision de la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, ce sont des assemblées qui commencent à se lancer dans ce spectacle-là. Parce qu'il y a des députés pro-X, des députés pro-Y, et on entre dans cette guerre-là. Entre-temps, on ne s'occupe pas des vraies questions. De la province. Allez demander, par exemple, au Congo central, combien d'édits ils ont signé. Depuis le début de cette législature, combien d'édits? En tout cas, je parie qu'ils n'en ont pas signé un seul. Oh là là. Nous repartons vers Goma. Et pourtant, Mwana-Bwato, la conférence n'était que virtuelle, parce que je sais que le président du Burundi avait posé beaucoup de conditions pour participer, mais cette fois-ci, ce n'était que virtuel, mais il n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Burundi ne veut pas s'associer avec
je ne sais pas, peut-être pas avec le Congo, mais avec le Rwanda par exemple. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un clash entre le Burundi et le Rwanda ou ouais, je dirais deux choses. J'ai deux opinions sur cette question. La première, c'est que pour moi, que ce soit virtuel, que ce soit en physique, l'essentiel ce sont les résolutions et leur exécution. Que ça se tienne à Goma ou que chacun reste chez soi et que ce soit en visioconférence, l'essentiel c'est quelles sont les résolutions qui ont été issues de ces assises et quelles sont les retombées de cela dans la sous-région, notamment dans la paix, dans la sous-région et dans la vie quotidienne des populations. Ça, c'est un. Des deux, il faut reconnaître que le ciel n'est pas bleu entre Kigali et Bujumbura aujourd'hui. Il y a des problèmes, il y a des couacs et chacun soupçonne l'autre de collaborer avec les rebelles qui veulent renverser l'autre. Vous avez suivi la question de, je pense, Paul Rusabakina, ainsi de suite. Ah, celui qui a fait l'hôtel Rwanda, oui, qui est arrêté. Qui a été arrêté parce qu'on le soupçonne d'avoir une milice ou une rébellion en gestation au niveau du Burundi. C'est pareil pour le Burundi qui, à l'époque où il y avait ce putsch raté contre feu Pierre Nkurunziza, qui pensait que le Rwanda avait quelque chose dans cette question. Oui, il y a cette espèce de méfiance entre ces deux. Donnez-moi une minute parce que c'est une question quand même assez importante. Il y a eu un premier flop pour ce sommet et beaucoup de Congolais se sont posé la question par rapport à notre diplomatie. Est-ce que nous, Congolais, est-ce que nous ne sommes pas au courant de ce couac entre Bujumbura et Kigali? Est-ce que nous n'avons pas fait une diplomatie souterraine, comme on dit, pour essayer de savoir un peu plus? On annonce une conférence et puis le président Burundi dit niet, il vient pas, c'était pas pour voir un échec de nos diplomaties? Pas un échec, je dirais pas un échec, mais je pense qu'il y a un problème technique au niveau de la présidence de la République, au niveau de la cellule de communication de la République. Je pense que la présidence de la République, pour communiquer sur une activité de cette importance et de cette envergure, doit s'assurer que je communique sur cette question parce que je sais que réellement tout est OK. Mais on a assisté à des contradictions entre les dires de Madame la ministre des Affaires étrangères et le président de la République. C'est ce qui n'a pas un peu honoré les institutions. Moi, je suis d'avis qu'il faille qu'on essaie de corriger de ce côté-là. Là, comme du président. Oui. Non, quand on communique, on doit être sûr à 100% que c'est là. On doit être sûr et certain que tout est OK, tout est à 90%, et voilà, on y va. Mais quand on communique alors qu'il y a telle confirmation qui n'est pas venue, il y a rétropédalage, ça discrédite un peu les institutions. Et nous parlons là de la présidence de la République. Je crois qu'il y a quand même un travail à faire de ce côté-là. Nous allons parler maintenant un peu d'économie, mesdames et messieurs. Nous allons aller à Loufou. L'inspection générale de finances est en train d'abattre un travail de titan pour relever certaines failles de notre économie, et surtout par rapport au coulage des recettes, à la fiscalité de notre pays. Et nous allons parler de la réaction d'un économiste par rapport à l'allègement de la dette du FMI. C'est dans le cadre de ses prérogatives de surveiller la chaîne de dépenses publiques, le régime financier, les services d'assiette, les entreprises de l'État ainsi que le gouvernement provincial sur toute l'étendue du territoire national que l'inspection générale de finances, par l'entremise de son chef de service adjoint en mission dans le Congo central, s'est intéressée ce samedi 3 octobre sur les systèmes de travail du bureau de la direction générale de douane et assises de Loufou, aux frontières qui séparent la RDC de l'Angola. Sur place, Victor Batoubenga a déploré l'existence du phénomène bilanga consistant à faire passer les marchandises sans que les services douaniers ne s'en aperçoivent. Tout ce que je peux dire, je me réfère un peu à ce qui s'est passé au Katanga avec Kasumbalesa. Et je crois que ça, c'est la responsabilité du gouvernement, des forces de sécurité. Il est clair, le phénomène bilanga, il est actif ici, il est réel ici. Il faut, en tout cas, et je partage l'avis du directeur, prolonger le mur sur une bonne distance. Avec plus de 250 procès-verbaux établis en moins d'une année en rapport avec ces cas de contrebande, la fraude est réellement fréquente, témoigne le chef du bureau de la 2GDA. C'est avant de saluer le mécanisme instauré par l'IGF pour restreindre le champ d'action des contrebandiers. Nos entrepôts sont pleins de marchandises de contrebande. Nous arrivons à récupérer un grand nombre, soit sur la route principale, soit à Loufou même. Beaucoup, je vous ai dit que c'est plus de 250 PV en moins d'une année.
Nous saluons le contrôle qui est en train de se faire. Il ne peut pas être considéré avec méfiance. Ce sont des mécanismes qui ont été institués par l'État pour essayer de contrôler afin de donner des orientations pour essayer de restreindre le champ d'action de ceux qui entretiennent la fraude. À noter, cette mission de l'IGF d'encadrer le régime financier pourra permettre à l'État congolais de renflouer la caisse, mais aussi de respecter le circuit des finances publiques tel que souhaité. Et il faut aussi noter les inquiétudes des autorités douanières après avoir constaté que ces jeunes contrebandiers opèrent sous l'œil faible des agents de la DGM et ceux de la police. La nouvelle mesure concédée à la RDC par le FMI a ému les autorités congolaises. Selon les services du ministère des Finances, le ministre Sélé Alagouli, ayant les finances dans ses prérogatives, s'est dit satisfait en apprenant cette décision. Quoi qu'il en est, une question demeure à ce sujet. Cette mesure peut-elle profiter à la RDC à ce stade actuel contre la pandémie de la Covid-19? L'économiste Boston Bolito répond. On doit chercher à placer ou à développer notre pays économiquement en développant les sectoriels. Capitaliser, c'est savoir comment produire les sols et les sous-sols que nous possédons. Donc, les avantages directs liés à cet allègement, moi je crois que c'est quand nous Congolais nous prenons la décision d'investir. Investir, c'est produire. En clair, indiquent certains experts, il s'agit pour les pays éligibles de ne pas payer des intérêts des crédits accordés par le FMI allant depuis la date du 13 avril dernier jusqu'en 2021. Cette démarche a néanmoins suscité plusieurs réactions ici et là. D'aucuns s'interrogent déjà sur les motivations visées par le FMI derrière cette décision. À quoi peut-on s'attendre? Là, c'est purement politique parce que la FMI, donc sa nature, a une nature économique. Hein? Mais lorsque vous essayez un peu de descendre très bas, hein, vous allez constater qu'il y a aussi des raisons politiques qui interviennent derrière ça. Moi, je crois que l'information cachée ou bien la motivation que nous sommes incapables de détecter sera bien expliquée par l'image politique que nous avons actuellement dans notre pays. Signalons par ailleurs qu'en dehors de la RDC, 24 autres pays d'Afrique ont déjà bénéficié de cet allègement du service de leurs dettes du Fonds monétaire international. Dans la boîte, Loufou, vous avez vu les images, hein, les bilangas comme on appelle, c'est partout dans des zones commerciales comme ça, si je peux me permettre l'expression, là où il y a vraiment de marchandises qui entrent et qui sortent, le contrôle, c'est ça qui nous manque en République démocratique du Congo. Il y a trop de fuites, il y a trop de coulage de recettes partout. Moi, je voudrais saluer cette initiative de l'inspection générale des finances, et je sens depuis un moment que depuis l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pays, on a senti que ce service, tant ignoré à un certain moment, a repris. Oui. Et c'est quelque chose de bon, de positif. Je pense que c'est aussi ça un état de droit. C'est laisser chaque service jouer bien son rôle. Comme c'est un service qui dépend directement du président de la République et qu'aujourd'hui, il commence à s'intéresser même à la question, comme vous avez dit, de coulage des recettes ou d'évasion fiscale, ainsi de suite. C'est quelque chose de bon. J'ai parlé ici à un moment de la porosité de nos frontières. Si la République démocratique du Congo était capable de recouvrer réellement les impôts et taxes qui lui étaient dus, je pense que notre budget ne serait pas aussi maigre qu'il l'est, avec parfois un taux d'exécution inférieur à 40%. Mais si aujourd'hui on commence à aller chercher à quel niveau on peut recouvrer ce que l'État pouvait perdre, je pense que c'est quelque chose de positif qu'il faut saluer. J'ai une image qui me vient en tête, parce que dernièrement j'ai vu sur une page comment les gens volaient les coltans, les camouflaient dans certains camions pour le faire sortir vers d'autres pays voisins. C'était une image assez forte. On a arrêté beaucoup de Congolais comme ça avec quelques kilos de cobalt, quelques tonnes de cobalt. Je vous attaque personnellement, permettez vraiment, nous sommes entre nous, vous êtes de l'Est. Et beaucoup disent que la situation, par exemple, de l'Est, c'est à cause de vous-même, les gens de l'Est. Permettez vraiment, je sais que des fois il faut choquer pour faire parler les gens. On dit que vous êtes fourbes, les gens de l'Est. Vous-même, vous alimentez cette situation, vous
vous vendez vos propres minéraux comme ça chez les voisins pour avoir un peu de sous, pour voilà. Et la responsabilité à 90%, c'est vous-même, les habitants de l'Est de la République. Permettez, c'est choquant, mais je comprends. C'est une question qu'une internaute m'a dit vraiment de vous poser, comme vous êtes originaire de là, et je vous ai essayé de vous dédouaner. Je comprends, madame. C'est pas qu'une question des gens de l'Est, c'est une question de la responsabilité d'abord de l'État, madame. L'Est de la République démocratique du Congo est riche en minerais et en matières premières, notamment les coltans par exemple. Le coltan aujourd'hui c'est l'une des matières les plus stratégiques qui soit parce que les batteries de nos téléphones, des voitures et tout ça, et les voitures électriques, ainsi de suite, viennent du coltan. Mais est-ce que l'État a investi par exemple dans des services des industries de transformation de ce coltan-là? Vous pouvez avoir du coltan aujourd'hui en pays de voiture du Congo. Si vous le vendez localement, vous le vendez, c'est un exemple, à 10 francs. Mais si vous l'amenez au Rwanda et qu'il est transformé, vous le vendez à 100 francs, 50, 100 francs. Donc, on préfère passer par... Les gens préfèrent passer par le marché noir pourvu qu'ils se retrouvent. Tout ça pourquoi? Parce que l'État aussi n'encadre pas cela. Ce qui amène qu'aujourd'hui, des pays comme le Rwanda sont devenus producteurs d'un certain nombre de minéraux qui n'ont même pas chez eux, alors que ces minéraux sont en République démocratique du Congo. Dire c'est vrai que c'est la responsabilité des peuples de l'Est, ainsi de suite, c'est vrai. Il y a des opérateurs économiques qui n'ont pas d'âme politique ou sociale du tout, qui estiment qu'il y a une opportunité d'affaires, et bien ils s'y lancent. Mais c'est à l'État. Oui, c'est à l'État de réguler ce secteur-là. Si on se limite à dire que ce sont des commerçants de l'Est qui entretiennent tous ces réseaux-là, je pense qu'on ne résout pas le vrai problème. Le vrai problème vient... qui cache la forêt, oui, le vrai problème vient de l'autorité de l'État. Partout alors en République démocratique du Congo. La question de l'autorité de l'État et les priorités. Il y a du bois qui sort de l'Équateur, il y a beaucoup de minéraux qui sortent de partout comme ça. Mais l'Est, Mais l'Est, c'est à cause du coltan, parce que le coltan est vraiment l'arme, le minerai le plus stratégique. Le FMI, en quelques mots, l'allègement, nous avons suivi ce compatriote qui a dit que c'est purement politique. L'agenda, pourquoi maintenant? Pourquoi cet allègement maintenant? Est-ce qu'il y a un agenda politique caché derrière? Je ne maîtrise pas trop les contours, les données de cette question, mais je pense que j'ai suivi bien dans votre reportage que la mesure n'a pas concerné que la République démocratique du Congo. Et c'est sûr que ça peut être dicté par le contexte de la Covid-19, ainsi de suite. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup à redire là-dessus. Voilà, nous allons terminer, nous allons chuter, mesdames et messieurs, par le social. Nous allons parler de l'insalubrité du marché central. Ça, c'est vraiment récurrent, ça ne fait que revenir, mais voilà, c'est notre job. Nous en parlerons aussi à chaque fois. Et par la rencontre de la délégation de la Fondation Langui avec Kimbo Peto. Le marché central de Kinshasa est rempli d'immondices et transformé en poubelles publiques. Selon les commerçants, les gouverneurs ne s'occupent pas de la santé du marché alors que les vendeurs sont obligés de payer journalièrement les tickets de lutte contre l'insalubrité. À eux d'ajouter que cet état de choses est plus dangereux que la Covid-19. na biloko bakonza mboka na biso baosado esa biso pasi makasi bapolisier bakanga biso bakashine bakotinda bapolisier ya hygiène baya batala biloko boyi tala population ezoteka awa eza maladi oleka kutu coronavirus oyo. Sur les avenues de l'école Ebokassa, par exemple, la praticabilité est devenue impossible pour les engins. L'une des vendeuses appelle à la conscience du gouverneur. Notons que le marché central de Kinshasa pourrait se dégrader davantage avec cette période pluvieuse si l'on n'y prend pas garde. Après avoir été sensibilisé sur l'opération Kinshasa Bopeto par son visionnaire Jontini Ngobila,
Lors du culte d'adoration du dimanche 5 octobre dernier, le responsable de CIFMC a promis de rencontrer la coordination de la dite opération pour accompagner la vision du patron de la capitale. Et je tiens à vous rassurer que la Fondation Olengi Show sera avec vous dans ce projet. Bopeto, le gouverneur, vous n'allez pas être déçus. Donc, dès la semaine prochaine, nous venons vers vous. Chose promise, chose due. En début de semaine, Ketia Olengi était dans les locaux de l'hôtel de ville. Elle s'est entretenue pendant des heures avec le coordonnateur de l'opération Kinshasa Bopeto. Les discussions ont tourné autour de l'accompagnement du ministère combat spirituel dans la concrétisation de la vision du gouverneur. Dans le couloir, Ketia Olengi a invité les églises à s'investir pour la propreté dans la capitale. En tant que leader spirituel, nous les leaders spirituels, nous enfants de Dieu, nous chrétiens, nous devons être les premiers à adhérer à cette idéologie. Pourquoi? Parce que nous savons bien que la saleté c'est le diable. Le diable aime vivre dans la saleté. Et nous, comme nous combattons le diable, nous devons combattre la saleté. Donc moi, je pense que tous les chrétiens de Kinshasa doivent vraiment accompagner le gouverneur, M. Gentini Ngombila, à ce grand projet. Pour sa part, Germain Pondou a salué l'implication de cette église dans la lutte contre l'insalubrité. Un enfant de Dieu vit dans la propreté. Et nous nous rendons compte aujourd'hui que Kinshasa Bopeto est l'église au milieu du village parce que nous sommes nous tous d'accord que la propreté de notre environnement n'est qu'une conséquence du changement que nous intégrons à l'intérieur de nous. C'est le travail que font les églises, changer l'homme pour que l'homme change son environnement. L'implication du ministère du combat spirituel dans la lutte contre l'insalubrité est une preuve que Kinshasa Bopeto est l'affaire de chaque Congolais et non seulement de son visionnaire Gentini Ngombila. La responsabilité est partagée. Mwana Bwato, voilà, excusez-moi, nous sommes en train d'atterrir. C'est une phrase qui m'a pas fait sourire, mais bon, je serais quand même me poser la question. La saleté, c'est le diable. Votre avis? Je ne dirais pas ça. Je ne suis pas très spirituel déjà. La saleté, c'est pas quelque chose de bien. On peut dire ça comme ça. Et on doit, l'être humain doit vivre quand même dans un environnement salubre et propre. Et même dans la Constitution, je crois bien que parmi les droits garantis aux Congolais, il y a aussi le droit de vivre dans un environnement propre, dans un environnement qui ne met pas en danger, qui n'expose pas la santé des concitoyens. Mais aujourd'hui, effectivement, il faut le dire, sans se voiler c'est déshumanisant, c'est que c'est ça. Ça m'a personnellement choqué. J'ai vu le grand marché. Moi, je savais qu'à un moment, il y avait des grands travaux qui se faisaient dans ce marché lors de la fermeture. Je l'ai appris aussi. De la Gombe. Mais quand je vois ces images, je me pose maintenant la question personnellement, est-ce que le quinoa est sale par nature? Ou c'est l'irresponsabilité, encore une fois, de l'État? Parce que je ne comprends pas. À un moment, quand j'observe la gestion des provinces, je me dis, mais à Kinshasa, est-ce qu'il y a vraiment une assemblée provinciale avec des élus qui vraiment travaillent et jouent leur rôle de contrôleur de l'exécutif? À un moment, j'en doute. Depuis le début de la législature, madame, vous pouvez me dire ce que l'assemblée provinciale a déjà fait? Moi, je ne sais pas. À part le cirque que nous avons, auquel nous avons assisté ici entre le président de l'Assemblée Godin Poyi et Mike Mukebaye et ainsi de suite, on n'a jamais vu l'Assemblée provinciale prendre des initiatives en faveur de quinoa. Ne serait-ce que le contrôle de l'exécutif pour savoir qu'est-ce que le gouverneur a déjà fait jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas suivi. Mais dans des provinces, on sent que dans le Sankourou, il y a eu des initiatives parlementaires. On sent que dans la Tchopo, il y a eu des initiatives parlementaires. Des députés qui sont venus même jusqu'ici à Kinshasa pour pousser, amener les institutions à prendre des mesures qui vont aider leur province. Mais à Kinshasa, est-ce que vraiment vous sentez qu'il y a eu une assemblée provinciale? Parce que le seul organe capable aujourd'hui de pousser le gouverneur Ngombila à l'action, c'est l'Assemblée provinciale. Mais moi, je la sens amorphe. La question que je posais, est-ce que le quinoa est par nature sale? Parce que là, je ne comprends pas. C'est vrai qu'on a dit la responsabilité est... Il y a une part aussi de quinoa, madame. Il y a une part de responsabilité de quinoa. Madame, vous circulez à Kinshasa, vous voyez quelqu'un, il est bien dans sa voiture, il jette des papiers mouchoirs à travers la fenêtre de la ville. Donc, il faut travailler sur la conscientisation aussi de la population. Il n'y a pas que les pouvoirs publics.
vous-même, prenez-vous un peu en charge, monsieur Zedam, essayez de rendre votre environnement un peu plus propre. Et quand on voit par exemple les images des rivières de la ville de Kinshasa, est-ce que c'est l'exode? Incroyable. C'est l'exode rural aussi qui joue à ça. Est-ce que c'est le fait que un villageois arrive, qui n'a aucune notion de salubrité et qu'il fait n'importe quoi, qui amène aussi Kinshasa peut-être? C'est des questionnements qu'on essaie d'ouvrir, qui amènent Kinshasa à être aussi sale que ça. C'est beaucoup de questions qu'on se pose. Et la gestion, est-ce que j'ai encore quelques minutes ou c'est à la fin? La gestion des déchets plastiques, c'est vraiment incroyable. J'ai vu les images de la rivière Calamou juste après la dernière pluie, mais c'est incroyable. Les déchets plastiques, c'est incroyable. C'est comme un lit de bouteilles en plastique. Je ne sais pas, est-ce qu'on doit... Si j'étais député, j'initierais, moi, un mécanisme de contrôle pour évaluer un peu Kinbopeto. Au départ, mon parti politique a soutenu l'opération Kinbopeto. Nous avons eu même une feuille de route que nous avons remise au gouverneur de province. On n'a pas eu de suite, bien sûr, mais à un certain moment, il faut s'arrêter et se dire, attendez, Kinbopeto, on l'a lancé à partir de tel moment, est-ce qu'on peut s'arrêter voir avant Kinbopeto égal après? C'est ce qui nous manque de foi. Il n'y a rien, l'évaluation. Ça reste un slogan creux et vide parce que sur le terrain, on ne sent pas. Est-ce que les bourgmestres se sont appropriés de cette question dans leurs communes différentes? Merci Godefroy Mouana Boato. Merci en tout cas de votre passage à cette émission. Merci d'être passé à la barre. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, pour votre fidélité à cette émission. Restez fidèles à Congo Télévision et suivez-moi sur ma page La Lyon Info. Et merci en tout cas à celle qui m'a habillée aujourd'hui, Karine Kandou. Et bon début de semaine, hein, surtout pour les écoliers et les écolières. La rentrée, c'est ce lundi, sauf changement de dernière minute, mais vraiment, c'est ce lundi. Et courage aux parents pour la suite. On se retrouvera, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Merci, madame. Au revoir, Godefroy. Merci.